Salam tout le monde, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler du roman Le Roi Fantôme de Maaza Mengistu. Cette année, je m'étais promise de commencer à lire des romans écrits par des auteurs éthiopiens afin, encore une fois, de me rapprocher encore plus de ma culture. Et lorsqu'on tape roman éthiopien dans la barre de recherche internet, on tombe souvent sur soit des guides touristiques, des revues universitaires, donc de la recherche, ou sur des livres à propos de l'Éthiopie, mais écrits par des auteurs étrangers, comme le fameux livre Le Miel d'Arar de Camille Agib, sur lequel je ferai peut-être une critique le jour où j'aurai la foi de m'y remettre. Mais il était très difficile pour moi de tomber sur des auteurs éthiopiens traduits en français. Tout simplement parce que la littérature africaine en général est très peu traduite dans le monde francophone, excepté lorsque l'auteur a fait ses preuves en France et est adoubé par les critiques français. Et très souvent, ces mêmes critiques littéraires français se réfèrent aux critiques anglophones pour suivre sinon la tendance, à minima des avis extérieurs. Et cette ignorance est la même que l'on voue à l'histoire africaine en général. Mais pourtant, comme vous le savez depuis que j'ai créé cette chaîne, s'il y a bien un pays qui est très fier de son histoire, ses cultures et surtout son identité, c'est l'Éthiopie. Il m'était donc évident qu'il existait quelque part dans les étagères d'une bibliothèque poussiéreuse ou dans les méandres des lignes de code d'un site internet douteux, la trace d'un roman historique à propos de l'histoire de l'Éthiopie. C'est comme ça que j'ai découvert Le Roi Fantôme. Alors, je ne vais pas inventer une aventure épique non plus, je me le suis fait généreusement offrir par mes parents aux côtés de 3 autres livres éthiopiens. Mais avant de parler du contenu du livre, on va parler un peu de l'auteur, Maaza Mengistu. Maaza Mengistu est née en 1971 et en 1974, elle est obligée de fuir avec sa famille. Pourquoi ? Parce que 1974 est une année cruciale pour l'Éthiopie, soit l'année même de la chute de l'Empire. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que ce n'est pas un détail. La chute de l'Empire éthiopien est un bouleversement retentissant dans ce pays millénaire. Étant la fille d'un homme plutôt bien placé sous l'Empire, elle et sa famille se voient obligées de quitter l'Éthiopie pour fuir la révolution et sa brutalité, qui lui retirera plusieurs membres de sa famille. Maaza va donc passer une enfance presque de nomade entre le Kenya, les États-Unis et le Nigeria. À l'âge adulte, elle suit un master en écriture créative avant de pouvoir l'enseigner à l'université de Princeton, qui d'ailleurs fait partie de la Ivy League, le regroupement des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Donc on peut dire que c'est un parcours d'excellence. Elle se lance en 2010 dans la publication de son premier roman, Sous le regard du lion, traduit en 2012 en français. Dans ce livre, elle raconte l'histoire d'une famille et de sa survie pendant la révolution éthiopienne de 1974. Elle remportera un succès critique et se fera donc remarquer du milieu littéraire international. En 2019, elle publiera son second roman, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Le Roi Fantôme. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a écrit ce livre finalement ? Dans une interview donnée pour la CBC, Maaza Mengistu décrit la genèse du roi fantôme comme une volonté de raconter l'histoire de cette résistance éthiopienne entre la légende nationaliste et les petits à côté qu'on lui contait, alors encore petite fille. Elle voulait humaniser les héros dont on lui parlait, elle voulait montrer les émotions, leur fierté, leur peur, leurs doutes même parfois, mais surtout leur force. Elle voulait également apporter un nouveau point de vue, celui des femmes. Il faut dire que bien qu'elles aient un rôle important, comme celui de s'occuper des blessés et du ravitaillement, leur rôle sur le champ de bataille en lui-même a souvent été oublié, noyé dans la société patriarcale éthiopienne. Elle s'inspire notamment de l'histoire de sa propre arrière-grand-mère pour le personnage d'Irut. Mais justement, parlons un peu de l'histoire. Le livre prend place en Éthiopie, en 1974, en pleine chute de l'Empire. La vieille Hirut garde près de son cœur une boîte remplie de photographies prises pendant la guerre. Quelque part dans Addis Abeba, Ettore, un Italien, l'attend pour les récupérer après 40 années. Il est temps pour elle de se souvenir de ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre italo-éthiopienne. Dans les cuisines de la famille noble du général Kidan s'active Hirut, la jeune servante, et la cuisinière. La jeune servante oscille entre les coups et la violence de sa maîtresse, Astor, la femme de Kidan, et la douceur presque paternelle de Kidan. Il ne lui reste de ses parents que le fusil de son père qu'il a utilisé pendant la première guerre italo-éthiopienne et le souvenir de sa mère, Getei. Astor
L'épouse de Kidan et la maîtresse de maison, violente et cruelle, la persécute, persuadée qu'elle va lui voler son mari, à qui elle n'a pas peur de s'opposer d'ailleurs, même si pour cela, elle peut paraître folle aux yeux des villageois ou de ses domestiques. De l'autre côté de la frontière éthiopienne, sur les terres érythréennes colonisées par les Italiens, le général Fuccelli accueille son nouveau photographe, Ettore Navarra. Il est juif, mais surtout italien, et dans les colonies, il fait partie du bon côté de la barrière, il fait partie des colons, des blancs. Appelé au service de Fuccelli, il devra documenter les actions italiennes, en prendre le plus de photos possible. Lentement, se met en place un engrenage. L'invasion fasciste est proche, et il faudra s'y préparer. Alors, un avis rapide pour commencer, et pour ceux qui ne veulent pas connaître la fin. La première chose qui m'a marquée dans ce roman, c'est la structure même du roman. Alors, c'est peut-être mes années de fac qui remontent, mais clairement, j'aimerais m'arrêter un peu dessus. L'œuvre est structurée selon 3 parties, que Mengistu appelle les livres. Livre 1, l'invasion, livre 2, résistance, livre 3, retour. C'est pas un roman qui respecte les règles classiques. On va pas trouver de chapitres. Chapitre 1, 2, 3, ça n'existe pas. Masa Mengistu structure son roman en fonction des événements. Alors ça peut être des photos qu'a prises Ettore, des extraits d'opéra qu'écoute l'empereur Haile Selassie, qui d'ailleurs est un personnage à part entière du roman, ou des souvenirs des personnages. Elle joue aussi avec la chronologie du roman. Elle alterne des ellipses, des retours dans le passé, d'une façon presque cinématographique. En soi, on pourrait presque voir l'histoire se dérouler devant nos yeux. Si je reste dans le monde littéraire, cette façon d'écrire, cette narration, très volatile, passant de la conscience d'un personnage à un autre, dans l'esprit, ça me rappelle un peu celle de Mrs. Dalloway, un roman de Virginia Woolf. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on appelle ce style de narration le flux de conscience. C'est le fait, comme je l'ai dit, d'être dans un monologue intérieur qui passe d'un personnage à l'autre sans vraiment de transition brute avec un point final ou avec un nouveau chapitre. Alors, bien évidemment, dans ce cas, il y a des séparations avec les photos qui servent de structure, par exemple, mais la fluidité de la narration, ça m'y fait penser. Alors attention, c'est pas le genre de livre qu'on doit lire entre 2 trains, dans le bus, avant d'aller au travail ou en cours, parce que c'est tellement sensoriel dans son écriture que si on s'arrête en plein milieu d'une phrase, il faudra tout reprendre depuis le début, voire même tout le chapitre. Cette structure est à la fois un bon aspect du roman, c'est un point positif, parce qu'il permet de faire des allers-retours dans la narration. On sent que Masa Mengistu joue avec nous, les lecteurs, mais on peut facilement s'y perdre si on n'est pas patient. On est tenté de sauter des pages. D'ailleurs, je vous déconseille vraiment de le faire, parce que les dialogues tiennent parfois dans les paragraphes en italique et vous pouvez rater des informations importantes. Je vous le dis, il faut prendre un moment pour se concentrer et rentrer dans l'histoire. Alors ce qui est plutôt bien, c'est que Masa Mengistu, ou plutôt son traducteur, n'a pas utilisé un vocabulaire trop soutenu et reste tout de même accessible à tous, ce qui permet de se remettre facilement dans le bain. À mon sens, l'intérêt de l'histoire réside plus dans les relations entre les personnages plutôt que dans le récit de la guerre elle-même. Étant donné que c'est un roman historique, on sait par avance ce qui va se passer et comment toute cette histoire va se dérouler. Ceci dit, je me permets de vous prévenir en avance, il y a des passages qui sont très graphiques et très violents, que ce soit moralement ou physiquement dans ce roman. Chacun des personnages est très intéressant, je le développerai un peu plus tard dans cette analyse, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit presque un roman choral. En effet, même si Hirut est censé être le personnage principal, Masa Mengistu n'hésite pas à donner la parole à presque tous ces personnages pour rentrer réellement dans leur psyché et créer un attachement. Alors ceci étant dit, on peut passer à la partie spoiler de la vidéo. On dit tous selam à tous ceux qui veulent pas être spoilés. Merci, selam, abonnez-vous, mettez la cloche, passez sur mon Tipeee si vous avez la possibilité. Pourquoi ce livre est important ? Le premier élément qui me fait dire que ce livre est important, c'est la représentation qui est faite de la guerre italo-éthiopienne. Autant cet épisode de l'histoire est important pour l'histoire de l'Afrique et du monde en général, autant il est souvent occulté dans les médias traditionnels, surtout occidentaux. À ma connaissance, il n'y a que 2 œuvres cinématographiques qui y font vaguement référence. Le Raccourci, un film avec Nicolas Cage, adapté du roman Tempo di Uccidere, publié en 1947, qui raconte comment un soldat de l'armée fasciste a violé une Éthiopienne et se déteste de l'avoir fait et finit par perdre la raison. Un film qui pour moi est purement ignoble, dans la lignée de beaucoup de films occidentaux d'ailleurs qui ont la fâcheuse manie de présenter les agresseurs comme des victimes de leurs propres vices et non pour ce qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire des agresseurs.
On pourrait citer tous les films américains sur la guerre du Vietnam qui montrent le traumatisme des Américains alors qu'ils ont littéralement massacré un pays, empoisonné des sols, rasé des villages entiers de la carte. Et le deuxième, c'est une rapide référence dans le film La vie est belle, un film italien qui parle de la Shoah. C'est une toute petite scène où on fait vite fait référence à la conquête d'Abyssinie. Pour être honnête, dans les médias traditionnels, si ce ne sont pas des documentaires ou des œuvres faites par des Éthiopiens eux-mêmes, cette guerre n'a pas vraiment sa place dans le récit qui est fait de la Seconde Guerre mondiale. Entre parenthèses, lorsqu'on parle de guerre mondiale, souvent on se résume à l'Europe et l'Occident. Et si on n'a pas la curiosité ou la volonté d'aller chercher le point de vue des autres pays, on peut très facilement rester prisonnier de cette narration. Je pourrais aussi vous parler du fait qu'en 1989, le journaliste Ken Kirby avait réalisé un documentaire sur le massacre de Gradiani, un massacre perpétré à Addis Abeba. En amharique, on l'appelle Yekatit Asrahulet, un massacre perpétré à Addis Abeba pour venger la tentative d'assassinat du gouverneur fasciste et qui avait décimé environ 19 000 personnes. La première diffusion à la télé britannique de ce documentaire a choqué, mais à la demande de la RAI, à savoir la Société nationale italienne de radiodiffusion publique, les droits du film ont été rachetés et le documentaire n'a plus jamais été diffusé pour éviter de choquer les spectateurs. Parce que oui, ce qui est choquant, ce n'est pas de commettre des crimes de guerre, non. Ce qui est choquant, c'est de les montrer. Enfin, on va quand même pas choquer Madame Martin, avec nos propres actions quand même. Donc je trouve assez brillante l'idée de représenter cette guerre telle qu'elle était du point de vue des Éthiopiens, à savoir une guerre d'invasion, tout simplement. La représentation d'un système politique complexe. Une des choses qui me faisait le plus peur au début, c'est le portrait qui allait être fait de l'Empire et de tout le système impérial éthiopien. J'avais très peur que ce roman montre l'Empire dans les représentations idéalisées panafricaines, un empire où il faisait bon vivre, où tout le monde était heureux, où l'empereur était bon avec tout le monde, jusqu'à ce que le grand méchant blanc arrive pour tout saccager. C'est une narration qu'on retrouve beaucoup sur internet, et je pense que c'est pour éviter de montrer l'Africain ou le Noir dans une position où il n'est pas l'éternel gentil. Pourquoi ? Il me semble que c'est parce qu'ils craignent qu'on déprécie encore plus l'Africain et que par conséquent, on finisse par justifier en un sens toute la violence qu'il a pu subir. Dépeindre l'Africain comme un méchant potentiel, ça voudrait dire que ce qu'il a vécu, ce qu'il a pu subir, la colonisation, l'esclavage, la violence, tout ça c'était justifié. Alors qu'en réalité, j'ai plus l'impression que c'est le contraire. Dépeindre l'Africain comme le bon pote, le gentil en toutes circonstances, le bon roi éternel, c'est le déshumaniser, c'est en faire un symbole, alors que de par notre existence, nous sommes diversifiés, nous ne sommes pas un bloc monolithique. Pour revenir sur le roman, Maza Mengistu nous montre un système impérial très rigide. Aucun des personnages n'a choisi sa condition, que ce soit noble, servante ou même d'esclave avec la cuisinière, parce que oui, le roman aborde ce sujet tabou, l'esclavage qu'il y a eu en Éthiopie pratiqué sur les populations les plus pauvres, victimes de raids. Alors, il n'est jamais clairement mentionné d'ethnie, notamment parce que ça n'avait pas plus d'importance que ça à l'époque, et surtout parce que l'aristocratie attaquait chaque peuple pour peu qu'il soit pauvre. Je m'attendais honnêtement à ce qu'uniquement la noblesse soit violente, mais justement Maza Mengistu nous surprend encore plus, dépeignant une société qui s'oppresse entre elles. La noblesse est en position de force face aux autres, elle se permet donc parfois des abus de pouvoir, on le voit avec la façon dont sont traités Hirut et la cuisinière par Astor et son mari, mais elle-même, cette noblesse, subit de la pression de la part des villageois à qui ils sont perpétuellement obligés de prouver leur valeur par des actes de courage notamment. Encore plus complexe, on aborde la place des femmes dans le roman qui est bien sûr centrale, mais pas au point d'éclipser celle des hommes. Et encore une fois, un sujet très tabou, la façon dont les femmes s'oppressent entre elles les unes les autres pour garder un statut social, ou au contraire pour le gagner. La description de la société impériale est donc très intéressante par sa complexité et justement humanise énormément les personnages perdus entre leur rôle et leur personne en tant que telle. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. La représentation des crimes de guerre est un des éléments les plus importants pour moi de ce roman. Souvent, dans les récits qui sont faits des guerres, souvent par les vainqueurs ou par des acteurs extérieurs, les violences qui ont été commises sur les populations civiles ou les prisonniers de guerre ne sont pas nommés, ne sont pas évoqués. Et souvent, ces crimes sont
occulté, parfois même par les victimes elles-mêmes, par honte, par traumatisme. Mais c'est comme ça qu'on apprend des décennies plus tard le massacre de Nanjing en Chine, le 13 décembre 1937, commis par l'armée japonaise qui a littéralement massacré une ville entière, qui a commis de façon systématique des viols sur les femmes chinoises, allant du bébé jusqu'à la vieillarde. C'est comme cela qu'on apprend des décennies plus tard ce qui est arrivé au village slave en Biélorussie pendant l'occupation nazie, qui a fait massacrer des centaines de villages entiers parce qu'il est considéré comme des sous-races. Il y a un film que je peux vous conseiller d'ailleurs qui s'appelle Requiem pour un massacre, sorti en 1985 et qui raconte ces fameux crimes. Alors je vous préviens, il est ignoble. Vous prenez tous les avertissements que vous voulez, vous les multipliez par 1000, ça arrivera jamais au niveau de la cruauté de ce film. C'est pour cela que dans ce roman, je trouve le fait qu'on nous décrive des crimes de guerre très important. Alors certes, cette description est assez poétique en un sens, pour que ça ne devienne pas une simple énumération de gore et de pathos, mais assez clair pour comprendre ce qui se joue. On pense bien évidemment à toute la scène de la falaise où le général Fucilli fait jeter des civils et des prisonniers de guerre des falaises, en prenant plaisir à les voir espérer se sauver de ce destin tragique, alors qu'on le sait, il n'en est rien. Je pense à tout le traitement des femmes et des civils par l'armée coloniale italienne qui subissent agressions, viols, tortures, qu'on déshumanise jusqu'à ce qu'elles nous paraissent presque être des créatures prostrées dans un coin. Et bien sûr, là, je parle des civils éthiopiens, mais on pourrait également parler de tout le traitement du personnage d'Ibrahim, un askari, donc soldat de l'armée coloniale italienne qui est à la fois la figure du sauvage parce qu'il est torturé pendant une scène entière du roman. Il est torturé parce qu'il n'a pas réussi à protéger Fucilli d'un événement. Et de l'autre côté, qui représente aussi une espèce de supériorité face aux autres indigènes. C'est très intéressant d'ailleurs, toute cette scène-là. Ce sont des scènes qui sont d'ailleurs très violentes, hein, mais qui, à mes yeux, sont nécessaires. Je vous avais parlé en introduction des personnages, de l'importance qu'ils ont dans ce roman, et je pense qu'il est important de revenir là-dessus. Chacun des personnages est d'une ambivalence claire. Encore une fois, j'avais peur de faire face à un manichéisme avec le gentil éthiopien, le méchant colon italien. Mais en réalité, Masa Mengiste ne part jamais dans cette facilité. Elle ne laisse aucun répit au lecteur. Elle nous pousse dans nos derniers retranchements. Elle nous force à voir la complexité de l'âme humaine de façon universelle, séparée entre le véritable ego, la véritable personnalité, et le faux self, le masque qu'il porte en société. Et comme cette partie me passionne, je vais parler sans script, juste pour cette partie. Là où j'ai réellement été très agréablement surprise, c'est le fait que Masa Mengiste nous propose des personnages qui sont très ambigus. On a très souvent une espèce de dichotomie entre le rôle que le personnage est censé jouer et sa personnalité réelle. Je vous donne un exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est Kidan. Kidan, qui est donc le Dejazmach, donc le général, hein, le général de l'armée éthiopienne, celui qui mène la résistance. Kidan est un héros et de par son sang, de par son style de combat, etc., il mène une résistance qui est très très souvent fructueuse. Mais en tant que personnage, Kidan est un prédateur. Kidan a dû, dans certains cas, s'écraser face au poids de son rôle. Pour moi, le meilleur exemple, c'est la nuit de noces. Alors, on va nous raconter la nuit de noces qu'il y a eu entre lui et Astor, et là, on va se rendre compte de l'ampleur de cette pression qu'il y a autour du mariage arrangé. Attention, encore une fois, je ne justifie pas le mariage arrangé, je ne justifie pas les actes qui ont été commis, et surtout, je ne trouve aucune excuse au fait de s'en prendre à un enfant. Il se trouve que dans le roman, on va nous expliquer que Astor était enfant. C'était une petite fille quand elle a été mariée de force à Kidan. Du point de vue d'Astor, cette petite fille en fait ne savait même pas ce qui allait lui arriver quand elle a été mariée à Kidan. Et donc, elle a subi, on peut le dire, un viol ignoble. Vraiment, c'est très 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 graphique. Il a fallu que je passe certains moments. Et de l'autre côté, on a le point de vue de Kidan qui lui-même est au courant et sait que c'est quelque chose qu'il ne devrait pas faire parce qu'il ne fait que le répéter. Hein. Elle est si petite, elle est si petite, elle est si petite. On lui met tellement la pression. Tu dois montrer que t'es un homme, tu dois montrer que c'est toi qui lui montre ce que tu dois faire, tu dois lui montrer que...
Et galvanisé par cette espèce de fierté masculine, de masculinité toxique, on pourrait dire, il commet ces actes-là. Et c'est très intéressant parce que on voit qu'il n'a pas envie de le faire, mais il va le faire parce que on lui force la main pour ça. Donc il y a ce Kidan-là où on se dit, effectivement, il est victime d'une certaine manière de son rôle de mari. Aster et lui ont eu un enfant. Cet enfant-là est décédé. La perte de cet enfant-là l'a complètement détruit, l'a affaibli au maximum, et de par son rôle d'homme, encore une fois, il n'a pas le droit d'exprimer la souffrance profonde qui le taillade. Il y a qu'Aster qui a le droit parce que Aster est une femme. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire il est victime de ce qui se passe, mais dans le roman un peu plus tard, on se rend compte qu'il essaie d'agresser Hirut, d'agresser, et quand je parle d'agression sexuelle, d'agression de VSS, etc., on parle de choses très très graves. Et c'est à partir de là où, direct, l'empathie du personnage redescend. Et puis après, l'empathie du personnage va remonter, parce qu'Aster va devoir subir un enlèvement. Et c'est que ça, en fait, les personnages de Maza Mengistu, c'est des personnages qui sont tellement ambigus qu'on ne sait pas à la fin du roman si on les aime bien ou si on souhaite les voir mourir pour ce qu'ils ont fait. C'est très particulier, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié. Alors là, je parle de Kidan, mais on peut parler par exemple d'Aster. Aster qui est une victime, en fait, de sa condition, qui est une victime de par le fait qu'elle a été mariée enfant, qu'elle a dû subir des choses absolument abominables, mais qui est également devenue un bourreau parce qu'elle s'en prend tout le long du roman à Hirut, parce que c'est une servante, et qu'en tant que noble, elle se considère au-dessus de Hirut, et donc elle n'a aucun problème à la battre, à la fracasser. Enfin, c'est des scènes qui sont très 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 violentes, mais qui sont justement très intéressantes, parce qu'encore une fois, on ne voit pas Hirut et on ne voit pas Aster comme des victimes. On ne les voit pas comme des victimes, mais on ne les voit pas comme des bourreaux non plus. C'est très ambivalent. La même chose pour Hirut. Hirut qui, pour le coup, est un des personnages les plus, on va dire, clean, les plus moralement droits, on va dire. Mais elle-même, elle a une espèce d'obsession autour de son fusil, qui est d'ailleurs la seule chose qui lui reste de ses parents, et elle refuse de le donner à la résistance, elle refuse parce que c'est son fusil à elle. Alors on peut le comprendre d'une certaine manière parce que ça fait d'elle quelqu'un de très humain, elle ne veut pas perdre la dernière chose qui reste de ses parents, mais de l'autre côté, on se dit qu'effectivement c'est très égoïste parce que de l'autre côté, tu as la résistance éthiopienne qui a besoin de cette arme et qui donc a besoin de tous les efforts de guerre. Et en refusant de donner cette arme, elle se privilégie elle au lieu de privilégier la résistance. C'est très particulier. On sent que Hirut, c'est une femme qui est, pour le coup, victime de sa condition. Ce qui, d'ailleurs, nous permet de passer à Ettore. Ettore qui est un bourreau également, parce qu'il fait partie de l'armée coloniale italienne, mais qui l'est sans le vouloir. Il passe en fait de bourreau à victime en très peu de temps. Parce que, encore une fois, dans ce roman, Ettore est un personnage juif pendant l'Italie fasciste. Il a vu, au fur et à mesure du roman, tous ses droits se faire prendre. Il a vu ses parents disparaître, comme malheureusement ça s'est déroulé en Italie pendant cette période-là. Ses parents qui disparaissent dans les camps, on ne sait pas ce qui leur arrive. Bon, on s'en doute. Ettore qui est obligé de photographier les crimes de guerre de l'armée coloniale italienne. Donc en soi, il est obligé de prendre en photo tous ces cadavres, tous ces gens qui souffrent, etc. Mais il est aussi celui qui est obligé de mettre en place des photographies. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais il est aussi celui qui met en place des photographies qui humilient les Éthiopiens, etc. Donc, en fait, d'une certaine manière, il est également bourreau sans le vouloir. On passe également à Fouchelli. Fouchelli, c'est le personnage qui, pour le coup, est un peu l'inverse de Hirut. C'est le personnage qui est moralement le plus répréhensible. Ça peut pas être pire que ce personnage-là, qui se complaît en fait dans sa violence. Il est très heureux d'être supérieur aux indigènes. En tant qu'Italien fasciste, il se sent au-dessus de tout. Et en même temps, d'une certaine manière, on sent qu'il ne comprend pas non plus le système dans lequel il vit, puisqu'il couche avec une éthiopienne, une prostituée éthiopienne, et il refuse qu'on lui interdise ça. Parce que dans les lois fascistes de l'époque, on n'avait plus le droit d'avoir de relations entre un Italien et une indigène, et ça, il le refuse entièrement parce qu'il souhaite rester avec des indigènes, pour avoir des rapports, pour avoir des relations amoureuses, etc.
D'ailleurs, ça me permet de passer au 6e personnage le plus important, qui est Fifi. Fifi Feven, qui est une prostituée d'origine éthiopienne, qui parle très bien italien, qui est très cultivée, très intelligente, etc., mais qui est une prostituée, et donc qui, de facto, ne sera pas respectée ni par les Éthiopiens, ni par les Érythréens, ni même par l'institution coloniale italienne. Elle n'a jamais sa place. Et c'est très intéressant parce que on se rend compte que tous les personnages, d'une certaine manière, ont du mal à trouver leur place dans ces systèmes, que ce soit le système monarchique éthiopien ou le système fasciste italien. C'est très complexe pour chacun des personnages. On pourrait évidemment parler des thématiques que Maza Mengistu aborde dans son roman qui sont toujours actuelles. L'une des questions qu'elle pose en filigrane dans son roman, c'est comment est-ce qu'on tient une résistance ? Comment elle naît ? Ici, dans le cas des Éthiopiens, on comprend que ce n'est pas un cheminement de pensée toujours logique. D'abord, on pense à la défense de sa terre comme un automatisme, un droit naturel, notamment de la part de Kidan et Astor, qui sont à la tête de ce système impérial. Mais en soi, comment motiver les plus basses classes de cette même société ? Pourquoi est-ce que des esclaves voudraient se battre pour la sauvegarde d'un système qui les oppresse ? Pourquoi est-ce que des villageois, qui sont souvent obligés de payer des impôts ou sont régulièrement victimes de raids, voudraient se battre pour conserver la place de ceux qui les dominent. Elle ouvre aussi la question taboue de la collaboration pendant la Seconde Guerre italo-éthiopienne. Pourquoi et comment certaines parties de l'Éthiopie ont pu collaborer avec l'ennemi, que ce soit dans le nord du pays ou la partie Wulega. Comment est-ce qu'un système injuste comme la colonie italienne peut-il plaire aux victimes d'un autre système injuste comme celui de l'Empire éthiopien ? Toute cette thématique est incarnée d'ailleurs par un personnage, celui de la cuisinière. Alors, elle n'a pas de nom, je pense que c'est volontaire de la part de l'auteur, parce qu'elle incarne les innombrables victimes des deux systèmes, broyés par les deux oppressions. Elle qui souhaitait se libérer de la violence de l'esclavage éthiopien, elle se retrouve à être l'observatrice des crimes de guerre italiens. En d'autres termes, elle tombe de piège en piège, elle tombe de Caride en Scylla. Elle pose aussi la question, comment est-ce qu'on perdure et qu'on renforce l'envie de résistance ? Et ce, même lorsque l'ennemi est en surnombre, mieux équipé et plus déterminé que soi. Comment est-ce qu'on infiltre un ennemi ? Et l'autre thématique très importante du roman est l'image. Ettore, de par son métier de photographe, est l'incarnation même de la propagande visuelle. Il faut savoir que pour motiver les troupes italiennes coloniales à continuer à attaquer, il leur était promis une femme abyssinienne très sexualisée, oppressée par son mari, n'attendant que le blanc pour être libérée de l'esclavage. Au-delà d'être un stéréotype aux antipodes des règles de pudeur des sociétés éthiopiennes de l'époque, cette caricature était un moyen de déshumaniser clairement l'ennemi et d'atteindre à l'honneur des femmes. On le voit notamment dans toute la scène où Astor est capturé et forcé de poser pour les cartes postales italiennes. Ce qu'elle vit est doublement monstrueux, bien évidemment. La violence sexuelle et sexiste en soi qu'elle subit en étant déshabillée de force est une atteinte à sa personne en soi, mais elle est doublement une humiliation pour son statut de noble, réduite à une image de bête de sexe au vu et au su de tous, y compris de son mari Kidan, qui voit ses photos dans la presse. Ces cartes postales étaient un moyen d'ailleurs très courant pour les sociétés coloniales, à la fois de se rassurer sur la supériorité de la race blanche, mais aussi d'entériner dans l'esprit des peuples colonisés leur infériorité morale. La majorité des cartes postales coloniales sont des mises en scène grotesques, parfois même à l'opposé des codes sociaux de ces peuples-là, en ayant recours à des prostituées pour projeter sur elles des fantasmes qui sont complètement décalés par rapport à la réalité des faits. Fuccelli l'incarne parfaitement lorsqu'il a recours à la prostituée Fifi. Il fantasme tout un imaginaire autour de la femme abyssine hypersexualisée, incapable de réflexion, inférieure de par sa seule existence, tout en sachant qu'elle parle au minimum 2 langues à la perfection et qu'elle est capable de tenir des conversations recherchées. Il sait parfaitement que cette sursexualisation est une illusion complète. Mais comme elle la conforte dans sa croyance, elle ne la remet jamais en question. La guerre de l'image chez les colons italiens se faisait par les tracts, par les cartes postales, par les caricatures ou par les films. C'est d'ailleurs l'arme de Fuccelli qui s'en donne à cœur joie. Mais chez les Éthiopiens, la guerre de l'image se fait de façon beaucoup plus subtile. Elle se fait par la rumeur, par les on-dit. L'ennemi est spirituel.
Entre la scène de la sorcière venue pour raconter une histoire, tout l'épisode de l'empereur fantomatique qui n'aurait jamais quitté le pays, ou celle où on raconte Castor traverse le pays à cheval en hurlant pour son enfant comme une espèce d'apparition spectrale, les Éthiopiens gagnent sur le terrain spirituel. Ils utilisent des tactiques de superstition, presque mystiques en un sens. Ils attaquent les Askari, les éléments érythréens de l'armée coloniale, par ces superstitions, par ces croyances. Ils entérinent chez eux une peur presque sensorielle, incapable d'être vraiment expliquée. Maza Mengistu fait appel ici à la tradition orale, un élément que beaucoup d'Occidentaux ont sous-estimé très profondément pendant les différentes colonisations. D'un point de vue occidental, qui se veut relativement pragmatique, entre guillemets, la sorcellerie et le mysticisme sont traités comme des superstitions de bonnes femmes, d'ignorants, parce que depuis la révolution industrielle, il y a une déconnexion claire entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais pas en Afrique, et surtout pas dans la Corne de l'Afrique. La présence de l'esprit, de l'occulte, la croyance immatérielle est toujours présente et représente un pouvoir incroyable sur l'esprit africain. C'est notamment pour cela que les croyants africains sont toujours très passionnés, parfois même tombant dans une forme d'obscurantisme. La guerre de l'image, la guerre de la représentation s'oppose dans ce roman entre l'image de soi qui est racontée, déformée par le bouche à oreille, et l'image qui est donnée par les sens. La vue des photos qui sont prises, mais qui elles-mêmes sont des mises en scène. Voilà, je vous ai donné un aperçu du Roi fantôme de Maza Mengistu, un roman qui, à mes yeux, mérite largement qu'on s'y attarde. C'est un livre qui n'a pas peur de montrer les ombres de l'histoire sans jamais sacrifier la complexité des personnages ou la richesse des thématiques. C'est pas une réécriture de récits historiques, mais c'est un regard profondément humain sur la mémoire, le traumatisme et l'identité. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de livre qu'on feuillette entre deux stations de métro, il demande vraiment qu'on lui consacre du temps, qu'on soit prêt à plonger dans les tranchées de l'histoire, à marcher aux côtés de ces femmes et de ces hommes qui ont porté le poids de leur époque. Pour moi, c'est justement ce qui en fait un livre important, parce qu'il nous rappelle que les grandes batailles ne sont pas seulement celles des armées, mais aussi celles des mémoires, celles des récits. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur cette période méconnue de l'histoire mondiale, si vous voulez découvrir une écrivaine éthiopienne qui sait manier les mots comme un général ses troupes, je vous invite à lire Le Roi fantôme de Maza Mengistu. Et comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est Lam Tadias, à la prochaine.